Bienvenue à vous deux, merci en tout cas d'être avec nous. On va tirer le fil de cette étude qu'on a publiée il y a quelques jours, qui est issue de Media Intel. C'est l'Observatoire de l'intelligence artificielle qui a été créé par le groupe Adwanted, qui est la maison mère de The Media Leader, avec Kantar Media. Vous faites partie de cet observatoire de l'IA. En gros, ce baromètre que vous avez lu certainement dans The Media Leader, 92% des entreprises considèrent déjà l'IA comme stratégique, c'est une bonne nouvelle, mais, alors je ne sais pas si c'est mais, 56% ont commencé à la déployer, c'est-à-dire que 44% ne l'ont pas déployée, et 74% y voient un levier majeur de productivité. Merci d'être avec nous. Vous travaillez sur la transformation des organisations de l'IA. D'abord, Hélène, tu as dirigé pas mal de grandes entreprises, notamment Ipsos Global, entre autres. Maintenant, tu es experte en transformation dans une société de conseil qui s'appelle Datae Humanum. J'espère que je le prononce correctement. Peut-être un mot justement de ce que tu fais au quotidien. C'est ton travail justement de faire en sorte que ces 56%, il augmente dans l'étude. 56%, il est déjà drôlement bien, mais ouais. Je vais vous en parler. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ici d'abord avec ma casquette numéro 1 au titre de l'étude de Media Intel. Et Media Intel, en deux mots, parce que je ne sais pas si c'est connu par tout le monde, c'est une association, donc effectivement qui a été montée, qui est très collaborative. On est, en fait, Mathieu et moi, dans le comité scientifique de cette association. Et l'association, elle a pour but de faire en sorte de stimuler l'IA dans l'univers du marketing, des médias, de la communication, mais en même temps de stimuler l'expertise média, marketing et communication dans l'IA, un petit peu dans tous les sens, et faire en sorte que ce soit très multidisciplinaire, avec beaucoup d'échanges, et de faire en sorte qu'à terme, il y ait de la valeur qui se crée et que les emplois soient bien là. Peut-être différent, mais soit bien là. Donc en fait, c'est l'enjeu, et l'étude en question, c'est un démarrage. Il y aura beaucoup de choses sur la base de cette étude. C'est un baromètre. Et puis, il y aura beaucoup d'insights, des livres blancs et beaucoup d'échanges derrière ça. Donc, c'est juste le démarrage. Alors, merci. Donc, moi, effectivement, j'ai un background études. J'ai 30 ans dans le domaine des études de marché et des sondages, avec beaucoup de transfo, en fait, autour de l'IA avant qu'elle ne soit générative. Donc, on a beaucoup de culture dans le domaine data consommateur, de la data, donc de l'IA machine learning. Et quand l'IA générative est arrivé, du coup, et l'IA agentique, on a une culture de ça. Et effectivement, j'ai souhaité faire le shift à un moment donné. J'ai travaillé pendant longtemps sur la transformation de ce type d'organisation dans le monde des données consommateurs. Et j'ai souhaité aujourd'hui, j'aide les COMEX et les CEO, aussi bien de PME, ETI que de grands groupes, pas sur les mêmes problématiques de fait, sur leur transfo autour de la data, c'est-à-dire et de l'IA. Ça veut dire vraiment le côté managérial, le côté stratégie et le côté humain, d'où le nom Datae Humanum, parce que ce qui pêche en général, c'est la stratégie et comment la data rentre dans la stratégie, pour ensuite imaginer quoi faire en IA. C'est un peu basique ce que je dis, mais on l'oublie souvent. Et le deuxième côté, c'est le côté humain. Et humain, il y a plein de choses derrière, on va en parler, dont organisation, dont talent, dont management, en fait, le système de management qui est différent. Donc voilà, et on reviendra après sur le 56%, parce que j'ai des trucs à dire dessus, mais peut-être que d'abord Mathieu veut se présenter avant qu'on parle du 56%. Alors Mathieu, évidemment, tu as dirigé pendant de nombreuses années WPP en France. Tu es parti dans l'entrepreneuriat, puisque tu as monté ton entreprise Adaptive.ai. C'est vrai que c'était le tout début de l'IA générative grand public. C'est quoi Adaptive? J'ai du mal à le dire. Vas-y, Adaptive.ai. Adaptive.ai. C'est la fin de la matinée. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous. Adaptive.ai, en fait, ça parle de nous, un peu comme l'étude. Adaptive.ai, c'est une plateforme d'IA générative qui est destinée à nous, c'est-à-dire aux entreprises. Et dedans, il y a quoi? Il y a des agents IA qui aident les collaborateurs de l'entreprise au quotidien. Parce que l'intervention d'avant, qui était forte, intéressante d'ailleurs, parlait de la friction d'un point de vue consommateur. Mais en fait, en interne dans les entreprises, il y a énormément de friction dans le travail quotidien des équipes marketing, mais d'ailleurs de plein d'équipes. Il y a plein de tâches qui sont ultra fastidieuses, ultra longues. Travailler sur des insights marketing qui viennent de sociétés d'études, qui sont des énormes documents dans lesquels il faut se référer toute l'année, c'est long, c'est compliqué. Avoir en permanence un travail d'aller-retour avec le consommateur final via des agents virtuels, ça simplifie les choses de manière spectaculaire. En fait, Adaptive.ai, c'est une plateforme avec plein d'agents qui aident
les collaborateurs de l'entreprise pour faire tout ce dont on a parlé depuis ce matin, pratiquement, y compris la partie optimisation des marques, dans la présence des marques dans le GEO, etc. Donc, l'idée d'Adaptive AI, c'est d'accélérer l'objet de l'étude dont on va parler, c'est-à-dire la capacité de nos métiers à aller très vite vers un bon usage de l'IA. On pourra parler de ce qu'on nous, modestement, on pense être un usage vertueux, et puis ce qui pourrait aller dans des sens plus compliqués. J'ai donné 3 chiffres, les 92%, qui considèrent déjà l'IA comme stratégique. Je rappelle, ce baromètre, c'était envers les entreprises du marketing, de la communication et des médias. Ce n'est pas l'ensemble des entreprises. Il y a d'autres études avec, on imagine, des chiffres un peu plus faibles quand on va dans l'industrie ou autre. 56% qui ont commencé à la déployer. T'as tiqué quand j'ai vu le verre à moitié vide. Mais toi, tu vois le verre à moitié plein en se disant qu'il y a plus d'une entreprise sur 2 qui ont répondu, qui ont commencé à le déployer. Et ça, c'est bien ? Alors, précisément, ce n'est pas juste déployer, qui ont déployé et intégré. Et intégrer, c'est le truc le plus compliqué quand même. Oui. Parce que c'est l'idée de, on peut faire de la scalability si on intègre, si on met dans les process, si les gens sont à l'aise avec, pas etc. Juste ouvrir des comptes. Voilà. Déployer, c'est ouvrir, répondre. Et intégrer, c'est que ça rentre dans les systèmes, ça rentre dans les habitudes de travail, ça rentre dans le quotidien. Et ça change tout. Donc le 56% ou 52%, je sais plus. C'est un bon chiffre. Bref, pour moi, c'est un très bon chiffre. Non seulement c'est un très bon chiffre, mais on l'a comparé à la récente étude de McKinsey sur State of AI, qui est internationale, qui n'est pas que France, et qui n'est pas que marketing communication comme ce qu'on a fait, mais ils sont à 38% sur cette partie-là. Sur cette partie de déploiement et intégration. Donc en fait... Donc les entreprises de la com sont mieux disantes. Non mais oui. Bah, carrément. Non mais on peut le dire parce que la vraie conclusion de l'étude, on a quand même interviewé presque 329 je crois, entreprises dans notre secteur. Donc c'est une vraie grosse étude. En B2B, c'est un truc très très sérieux. Et avec beaucoup de rigueur, on était dans le comité scientifique, je peux dire qu'il y a beaucoup de rigueur dans cette étude. Et Kantar Media. Et Kantar Media, absolument. Donc, le sujet, c'est quoi ? Le sujet, c'est de dire, notre secteur va très vite. Enfin, moi, je voudrais qu'on retienne ça quand même. Enfin, nous, on était nous-mêmes étonnés des chiffres. Notre secteur va très vite. Il faut quand même imaginer qu'il y a 1 an, tout le monde était à 0, quoi. Il y a 2 ans, c'était l'inconnu absolu. On est en tête par rapport à des benchmarks d'autres secteurs. Donc, c'est quand même super intéressant. Premier point. Deuxième point, il y a plein de chiffres dans cette étude, je vous invite à regarder, parce que ça nous éclaire sur nous-mêmes, donc c'est passionnant. Un tiers a déjà travaillé sur la refonte de ses offres. Les entreprises ont déjà travaillé sur la refonte de leurs offres au regard de ce que l'IA peut apporter. Un tiers a déjà fait évoluer ses offres, c'est-à-dire intégrer l'IA dans ses offres. Ça, c'est le critère numéro 1. C'est-à-dire que c'est bien d'optimiser les coûts, c'est bien de réduire les temps de production. C'est penser son nouveau business model, c'est ça le vrai changement. Un tiers. Donc on est quand même dans un secteur qui va très vite. Et puis, il y a quand même 2 réalités de marché. On le disait tout à l'heure au tout début, il y a les très grandes entreprises où c'est relativement plus facile d'avoir des moyens là-dessus. Je pense aux grandes agences qui dévoient. Et puis, il y a les plus petites entreprises. Alors, c'est une question que je me pose parce que quand on retourne dans l'autre sens, les grosses entreprises, c'est les gros mastodontes. Et il y a peut-être plus de résistance aussi, parce que la personne dans le petit coin là-bas qui ne s'en sert pas de l'IA et finalement on va la laisser tranquille. Dans les petites boîtes, ça se voit plus rapidement. C'est quoi votre vision là-dessus ? Est-ce que vraiment une grande entreprise elle est mieux armée pour déployer par rapport à une toute petite ? Il y a une différence entre les deux. Il y a plus de ressources et les grandes entreprises ont commencé plus tôt et ont plus de ressources. On investit, acheter des boîtes. Voilà, donc oui, on observe une différence entre les plus grandes entreprises et les plus petites, mais la nature de la dynamique n'est pas différente. Il y a forcément du coup plus de crainte dans des plus petites entreprises, moins de compétences. L'enjeu, c'est essentiellement les compétences, les talents et le choix, ça a été dit ce matin, le choix de use case qui puisse être pertinent pour la stratégie et pas du use case pour du use case. Mais pour autant, ce qu'on observe également, c'est pas quelque chose de flagrant dans l'étude. On voit une dynamique qui est très forte également dans les plus petites entreprises. Et ce qu'on disait tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 52% qui étaient dans le déploiement et l'intégration. On a finalement 56. Assez peu d'entreprises. On a assez peu d'entreprises finalement qui sont dans l'exploration pure et dure. On en a 18%.
Il y a plus forcément de plus petites entreprises qui sont dans l'exploration que de grandes entreprises, mais on en a assez peu globalement. Donc oui, il y a une différence, mais c'est une question de phasage, et c'est un phasage très positif. On a un score d'optimisme qui est à 66% dans l'univers, et il est très fort, cet optimisme. On l'a senti ce matin dans tous les échanges qu'il y a eu. Cet optimisme, il impulse quel que soit le type d'entreprise, même si elles ont investi un petit peu plus tard. Mathieu, justement, est-ce qu'il y a deux mondes, selon toi aussi, les petites entreprises et les très grandes entreprises? Ouais, tout à fait. Je veux juste vérifier un chiffre, parce que je veux, comme on est un comité scientifique, il faut qu'on soit très sérieux. Que ce soit robuste, attention. Voilà, c'est ça. À peu près 92% considèrent l'IA totalement incontournable. Donc, il y a les gros doutes qu'il y avait il y a encore un an, les interrogations, c'est incontournable. 56% font à fond de la formation sur l'IA. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas beaucoup, etc. Mais enfin, quand même, c'est une formidable proportion. 47% ont déjà une charte IA. Écrite, rédigée, qui guide, etc. Et ça, c'est un point fondamental. Et là, entre petites et grandes entreprises, on pourrait se dire c'est essentiellement les grandes. Mon expérience, et on le partageait, c'est que pas du tout. En réalité, la charte, les valeurs autour de l'IA, ce qu'on en fait, là où on ne le fait plus, là où on s'arrête, etc., je crois que vous en parliez tout à l'heure, chez Cosmo, c'est un point essentiel. Donc, ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a une sorte de maturité, de recul, de vision claire, et pour autant, elle ne freine pas, on dit souvent c'est l'un ou l'autre, pour autant, ça ne freine pas le fait d'aller de l'avant. Après, cette notion qui était pas mal aussi ce matin, j'ai trouvé, entre makers et planners, je ne sais plus quel était l'autre mot, scalers, merci. Après, moi, je trouve des makers dans les grandes entreprises. Nous, on travaille énormément avec une très, très grande, puisqu'on s'intéresse aussi au département marketing com des très grandes entreprises, avec AXA, par exemple, où là, le fait, il y a des vrais makers chez AXA. On pourrait dire, bah non, ils doivent planifier, il y a des enjeux. Pas du tout. Ils sont dans l'expérimentation, ils y vont, etc. Donc, quand même intéressant de se dire qu'on n'a pas un truc caricatural, un truc à deux vitesses, un truc, etc. C'est pas les grosses qui arrivent et les autres qui sont complètement à la traîne. L'engagement des COMEX, c'est l'étude, elle le montre, ça. Pilotage par le haut, et peut-être dans les dernières révolutions technologiques, il y en a eu assez peu. Ça prouve que derrière, ça rapporte. Là-dessus, c'est pas uniquement le petit geek qui vient de terminer son alternance qui dit « Ah bah tiens, il y a tel outil qui est sympa ». Là, il y a une vraie possession par les COMEX. Tout à fait. Quel que soit l'âge. Oui, quel que soit l'âge. En fait, c'est vraiment, ça vient du haut, ça vient de la direction générale, ça vient des COMEX. C'est pas un truc de geek. C'est vraiment intégré, et ça veut dire que c'est pas juste un outil, c'est pas juste de la tech, c'est un levier de transformation, c'est un levier du futur, et on peut pas faire sans pour le futur. Donc il faut le définir, ce futur, avec dans l'autre sens. Quand on est dans les stratégies de croissance, aujourd'hui quand même le marketing, même dans les grands groupes, le marketing est quand même challengé, faut quand même leur dire. Le marketing, les budgets marketing, ça a toujours été un pourcentage du chiffre d'affaires de la boîte, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Donc c'est comme le point 1% logement. Donc quand il baisse, on le rabaisse. Et donc tout le monde est là à pleurer, il me faut plus de budget, etc. Je ne peux rien faire, mais ce n'est pas possible, etc. Mais en réalité, ça veut bien dire qu'il faut changer le modèle. Et donc l'IA est là pour aider à changer le modèle. Et c'est ça qu'on a trouvé fantastique, en fait, à la lecture des résultats, c'est que dans cet univers, l'IA n'est plus qu'un outil. Ça l'est encore pas mal, mais est énormément et de manière assez avancée, de manière mature, plus qu'un outil, mais un objet de transformation, et en particulier qui est fondamental par rapport au contexte du marketing d'aujourd'hui. Tu as ressenti aussi que les COMEX, ils prennent la main derrière, ou ça vient plutôt du bas? Non, ça vient des COMEX. C'est pas juste le ressenti, l'étude le dit. Et alors on pourrait dire, c'est d'abord un sujet de productivité pour les COMEX, il faut rationaliser, etc. Alors c'est vrai que dans l'étude, il y a 74% des répondants qui disent oui, c'est un sujet de productivité. Mais on l'a rendu non exclusive avec d'autres priorités. Et je vérifie le chiffre, voilà, et à 42%, c'est aussi un outil qui doit servir à mieux travailler et à éclairer la prise de décision dans l'entreprise. Et ça, c'est intéressant parce que les limites humaines dans la capacité à manipuler autant d'informations, alors si on se concentre sur la partie média, marketing, c'est vrai que la quantité d'informations à comprendre, intégrer quand on est quelqu'un de média ou marketing, elle est absolument considérable. Et en fait,
la capacité à très bien utiliser cette donnée, il y a une conscience qui est de se dire, quand je vais prendre des décisions, je vais m'aider de l'IA pour explorer, mieux appréhender tout ça. Ça, c'est le degré quand même 2 ou 3 de la maturité sur le sujet, quoi. C'est pas rien. Donc ça, certes, c'est 20-25 points en dessous de la productivité, mais c'est déjà là, à ce niveau-là. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On en parlait tout à l'heure, on voit beaucoup d'offres pour des Head of AI là-dessus. Alors des fois, c'est un peu bullshit. Là-dessus, c'est une tendance que vous voyez. Est-ce que c'est sincère de la part des entreprises en se disant, ou ça fait bien aussi de dire, on a un monsieur IA? Je t'en prie. C'est obligatoire, qu'en fait, c'est stratégique. Tu vois, tu as commencé avec le 92% où l'IA est dans la stratégie, fait partie de la stratégie et quelque chose de stratégique. On est en plein dedans. Si on nomme ce type d'individu, c'est que ça rentre dans la structuration de la stratégie de l'entreprise et ça passe par l'organisation. En fait, il y a un vrai côté organisation, gouvernance, structuration du futur de la croissance avec l'IA qui doit se faire et ça passe par des compétences et ça passe par une nouvelle organisation. Le marketing, d'ailleurs, le CMO de demain, on peut se poser la question, et c'est déjà engagé dans certaines entreprises ou en discussion, est-ce que c'est un CDO demain, mais qui aime les marques et qui connaît les marques, ou est-ce que c'est un CDMO, et ça existe de plus en plus, il n'y en a pas uniquement chez L'Oréal et Estée Lauder, mais Digital and Marketing voilà, Officer. Chief Digital and Marketing Officer, et c'est complètement nouveau. C'est L'Oréal qui a commencé, je crois, maintenant chez Estée Lauder, et il y en a d'autres. Moi, je travaille avec d'autres qui sont en train de mettre ça en place, et c'est passionnant. Ce shift organisationnel, il dit beaucoup sur la structure de l'organisation de demain avec l'IA. Alors, c'est quoi les difficultés? Parce qu'on a vu que là, c'est très beau, tout ça est très beau. C'est quoi encore les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? J'en ai relevé, la technologie, la culture, l'organisation. C'est pas le monde des bisounours non plus. Non, il y a un vrai sujet sur la tech quand même. Ouais. Le sujet tech, il est important parce que, là, on a vu la suite ce matin, première intervention que j'ai vue de Google, directeur marketing de Google, qui nous raconte comment il travaille. Super intéressant de voir comment il travaille. Bon, il a ses propres outils, 100% Google, certains sont purement internes. Comment une entreprise lambda comme nous tous, on fait pour travailler? Comment on construit son stack technologique? Alors, je ne fais pas la publicité d'Adaptive AI, mais nous, on essaie de répondre à une partie de ça, mais c'est quand même très compliqué. Et c'est un frein majeur, parce que si on travaille qu'avec des chatbots, du marché version pro, etc., en fait, on tire une infime partie de la valeur de ce que peut produire. Si on ne produit que nos images avec Nano Banana, c'est vachement bien, Nano, mais on est foutu. En fait, c'est pas la bonne façon de travailler. Et en fait, cette réponse-là, elle n'est pas du tout claire dans l'esprit des gens. Comment je construis mon approche technologique? Pour moi, c'est le frein numéro 1. Qu'est-ce que je mets en œuvre? Comment, etc. C'est la barrière. C'est passer de la logique d'outil à la logique stratégique. Et c'est ça le plus dur, j'imagine. Parce que c'est assez facile d'ouvrir des comptes sur Gemini, ChatGPT, dire on vous offre des comptes pro et puis vous débrouillez avec, tester votre truc. Non, mais toute ma connaissance d'entreprise, je ne peux pas la mettre dans ChatGPT. C'est pas vrai. C'est pas vrai que je résous tous les problèmes de confidentialité. C'est pas vrai qu'il comprendra toute la valeur de tous les documents parce que certains sont très complexes. Et il hallucine des fois en plus. Il hallucine et c'est pas vrai qu'il comprendra mes centaines de milliers de documents. C'est faux. Donc, comment je fais avec ça? Parce que ma connaissance d'entreprise, c'est ça mon trésor, c'est mon savoir-faire. Comment je fais pour le mobiliser à 100% pour que mes agents, ils travaillent là-dessus, ils comprennent les consommateurs, ils interagissent? C'est un des gros sujets. Cette transformation, c'est une sorte de... On passe du planning habituel et du pilotage par le planning à une espèce d'orchestration de modèles. Et cette orchestration de modèles, elle se fait vraiment avec une vision, un pilotage algorithmique en continu. On l'a bien vu ce matin sur plein d'éclairages, mais c'est quand même un truc à organiser. C'est pas aussi spontané que ça. Et au niveau de l'organisation et au niveau des manières de travailler et au niveau de l'intégration dans les process. C'est pas par hasard qu'on a vu, je voudrais rappeler l'étude MIT du mois de septembre, MIT Nanda, qui disait qu'il n'y a que 5% des IA qui sont effectives, qui bring value, qui créent de la valeur. En réalité, c'est essentiellement lié à comment c'est intégré dans l'organisation, à comment les gens s'en servent, à comment ils arrivent à piloter de manière algorithmique et humaine en même temps.
Et ce shift, il n'est pas si évident que ça. Donc la techno, effectivement, comment elle s'intègre dans notre vie et dans nos manières de travailler. Donc ça, c'est typiquement, nous, chez Media Intel, l'approche de l'association, c'est de créer un baromètre, puisque là, on est au temps 1, au temps 0. Ce qui va être intéressant, c'est le 2, le 3, le 4, Exactement. Et ça va être absolument passionnant de voir sur les questions que tu poses, en gros, quels sont les freins, comment ils ont été levés, etc., d'éclairer le marché et le reste de tous ceux qui consulteront l'étude demain pour comprendre comment toutes ces barrières sont levées progressivement. Ce qui va être intéressant, peut-être, c'est d'aller, vous y avez pensé, j'imagine, c'est le quali aussi, pas que le quanti. C'est d'aller aussi faire peut-être des entretiens en disant, mais finalement, pourquoi, comment vous avez fait. Ouais. On veut construire des séries de livres blancs. Il y a un enjeu. On veut que le marketing et la com en France, l'objet de l'association, c'est bénéficier au mieux de cette révolution technologique. Quand on dit mieux, c'est de manière la plus responsable, mais aussi la plus efficace, active. C'est ça l'objectif de l'association. Et donc, oui, on va produire des livres blancs pour aider tout le marché à progresser le plus vite possible. Tout en maintenant la créativité, comme on a dit ce matin, parce qu'on ne l'a pas encore dit là, tout en maintenant vraiment l'intuition, la créativité, la responsabilité sociale aussi de tout ce que ça représente, pas juste pour le PNL de l'entreprise. Très bien. Merci. On va poursuivre la conversation, si vous voulez, autour d'un verre et un petit peu à manger, parce qu'on a faim. Merci, en tout cas, à vous tous. Désolé pour le retard, mais je pense que c'était intéressant pour tout le monde. Voilà.